toutes, bonjour à tous, bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder le dernier chapitre de l'année consacré à l'histoire de la France dans la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à nos jours. La première leçon, celle sur laquelle vous avez peut-être déjà commencé de travailler, s'intitule « La France pendant la Deuxième Guerre mondiale ». La France a participé à l'ensemble de la Deuxième Guerre mondiale, mais d'une manière assez particulière. En 1939, aux côtés du Royaume-Uni, elle a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie, mais dès 1940, elle est occupée, le gouvernement change, le maréchal Pétain prend le pouvoir, et il reste jusqu'en 1944. Pendant toute cette période, la France est donc aux côtés de l'Allemagne. Reste la dernière partie de la guerre, de 1944 à 1945, pendant la libération de son territoire, où la France est à nouveau du côté des Alliés. La France est donc aux côtés des pays vainqueurs, même si elle a été battue en 1940 et qu'elle n'a finalement mis fin à l'occupation qu'en toute fin de ce deuxième conflit mondial. Quoi qu'il en soit, cette période a été difficile pour tous. Les habitants occupés, ceux qui ont dû fuir, ceux qui se sont engagés ne sont qu'une minorité. Les uns aux côtés de l'Allemagne nazie, on les appellera les collaborateurs, puisqu'ils se lancent dans la collaboration selon le mot du maréchal Pétain, collaboration avec l'Allemagne nazie. Les autres, minoritaires aussi, mais très importants, les résistants, refusent cette occupation et refusent ce régime raciste et dictatorial. Avant de voir en détail ces deux mouvements contradictoires au cours de la guerre, un rapide rappel sur le début du conflit du point de vue de la France. En 1939, septembre 1939, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne, mais on entre dans une période qu'on appelle la drôle de guerre. En effet, l'armée française part du principe que ce conflit sera, comme la Première Guerre mondiale, une guerre de position. Elle a donc choisi de se retrancher derrière des fortifications, la ligne Maginot sur la frontière avec l'Allemagne, et de 1939 à 1940, il n'y a quasiment aucun combat. Mais au moment où l'armée allemande victorieuse à l'Est décide de se retourner contre la France, elle va en réalité mener ce qu'on appellera ensuite une guerre éclair, c'est-à-dire qu'en 2 mois, mai-juin 1940, l'armée allemande a pris possession de la majeure partie du territoire français. Contrairement aux prévisions, les chars en traversant les Ardennes ont permis de contourner les fortifications et donc de mener une guerre de mouvement très rapide. Et du côté de l'armée française, il n'y a eu quasiment que des ordres de repli pour essayer de rester en bon ordre. On appelle donc cette bataille la débâcle, et cette débâcle s'accompagne d'un exode des populations civiles qui fuient devant l'avance des armées allemandes. Ils sont très nombreux à partir à pied, parfois avec une charrette ou un vélo, pour essayer de s'installer dans une partie du territoire qui ne sera pas occupée, y compris parce que le souvenir de l'occupation pendant la Première Guerre mondiale du nord-est de la France est un souvenir déjà très douloureux. Dans ce contexte de défaite militaire rapide, le maréchal Pétain se présente comme le sauveur de la France. Il a participé au commandement de l'armée pendant la Première Guerre mondiale et notamment pendant la bataille de Verdun, et il est plutôt proche de l'extrême droite en France, mais se présente avant tout comme un combattant, quelqu'un qui soit capable de redresser le pays dans une situation de crise. Il obtient alors à l'Assemblée nationale le vote des pleins pouvoirs. Mais c'est à l'aide de ces pleins pouvoirs qu'il va réussir à mettre en place une politique nouvelle, mais même un régime politique nouveau, l'État français, qui se distingue de la République française, et qu'il va mettre en place dès le début par un certain nombre d'actes forts. Dès le début, un culte de la personnalité est mis en place autour de Pétain, le chef de l'État français. Il se présente comme le représentant de la France rurale, pleine de valeurs, au contraire des villes qui seraient source de faiblesse et donc qui expliquerait la défaite de 1940. Il est très marqué par l'anticommunisme et il accuse le gouvernement du Front populaire, celui qui avait mené des réformes sociales en 1936, d'être responsable de toutes les difficultés de la France. Et il veut mener ce qu'il appelle une révolution nationale, mettant de nouvelles valeurs en avant
Il change par exemple la devise nationale qui devient travail, famille, patrie, parce qu'il explique que les Français doivent s'habituer à avoir plus de devoirs que de droits. Il annonce l'armistice avec l'Allemagne le 17 juin 1940 dans un discours. Et dès le 24 octobre 1940, il rencontre Hitler à Montoire et défend une politique de collaboration avec l'Allemagne, dont il dit souhaiter la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. En plus de la collaboration politique avec l'Allemagne, il y a une véritable collaboration économique qui se met en place. On peut penser à Louis Renault, à la tête des entreprises automobiles Renault, qui va donc faire des affaires avec l'armée allemande pendant toute la durée de la guerre et s'enrichir, du moins jusqu'à ce que son entreprise lui soit justement confisquée à la libération du fait de cette collaboration. Eugène Schuller, un des fondateurs de L'Oréal, le groupe de cosmétiques, est aussi remarqué pour des écrits antisémites pendant la guerre. Il défend donc ouvertement le maréchal Pétain et la politique de collaboration. D'autres entrent dans la collaboration uniquement pour leur intérêt personnel, comme Coco Chanel par exemple, ou encore l'écrivain Céline, qui se fera remarquer par des pamphlets antisémites, mais aussi pour avoir envoyé des lettres de dénonciation à l'encontre de ses supérieurs à l'hôpital, car il est médecin, de manière à pouvoir récupérer leur poste. Les mesures antisémites sont un des pires aspects de la politique de collaboration. En effet, dès 1940, le maréchal Pétain, de sa propre initiative et sans aucune demande de la part d'Hitler ou des autres nazis, décide de faire une série de lois contre les juifs en France, pour leur interdire toute une série de métiers, ou même pour leur retirer la nationalité française. En 1941, on ordonne cette fois de recenser tous les juifs en France, pour leur demander de porter une étoile jaune afin de pouvoir les reconnaître. On leur interdit l'accès à tous les lieux publics et on se prépare à leur arrestation. Au cours de l'année 1942, plusieurs rafles sont organisées, c'est-à-dire des arrestations à grande échelle. La plus connue, la rafle dite du Veldiv, concernera plus de 13 000 personnes. Pour l'organiser, on a mobilisé plus de 9 000 policiers et gendarmes uniquement sur cette opération. Les prisonniers sont si nombreux qu'au lieu de les interner dans les camps habituels, on réquisitionne le vélodrome d'hiver, c'est une sorte d'enceinte sportive pour faire du vélo, où on va les laisser dans l'attente de leur déportation pendant 5 jours, sans manger d'ailleurs, avant de les envoyer vers les camps de concentration, mais surtout les camps d'extermination. Auschwitz a été la principale destination des juifs déportés de France. Au total, plus de 80 000 juifs ont été tués en France au cours de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à la fois un chiffre extrêmement élevé, moins élevé parfois que dans certains de nos pays voisins occupés aussi par l'Allemagne. Cela signifie surtout que si les ordres ont été donnés par le maréchal Pétain et la haute administration, les préfets comme Papon, pour organiser ces rafles et ces déportations, ils n'ont pas eu la même efficacité qu'ailleurs, parfois parce que la population ne souhaitait pas du tout participer à ce genre de choses, parfois parce que la police ou la gendarmerie n'ont pas mis non plus de bonne volonté à appliquer les ordres, mais il y avait clairement une volonté de la part des autorités de déporter un maximum, par exemple en ajoutant les enfants à des convois de déportation alors que les autorités allemandes n'avaient rien précisé sur le sujet. Pour leur défense, les membres de l'État français ont essayé de prétendre à la fin de la guerre qu'ils avaient livré des juifs étrangers pour protéger les juifs français. On notera cependant que la majorité des enfants déportés étaient des enfants juifs français et que parmi les adultes, au moins 1 millier étaient en réalité des Français à qui on avait retiré auparavant la nationalité. Ils étaient donc français 15 jours avant d'être déportés, certes, et étrangers au moment où ils montaient dans le train. Comme je le disais, la majeure partie des Français n'ont pas participé à la collaboration et ont surtout tenté de survivre au mieux à cette guerre et à cette occupation. Ils ont subi des bombardements, y compris par les armées alliées, qui, en visant des lieux stratégiques ou des ports de manière à préparer le débarquement, ont rasé quasiment entièrement certaines villes, comme Le Havre, qui a été victime de très nombreux bombardements de la part des Anglais. Survivre aux arrestations, que ce soit par l'armée allemande ou que ce soit par les milices de Vichy,
et survivre à la pénurie et au prix extrêmement élevé pour les biens les plus nécessaires, l'alimentation. Certains produits se retrouvent introuvables, on mange surtout quelques légumes comme le topinambour qui garderont une mauvaise réputation de cette période où on n'avait que cela à manger. Enfin, une minorité a décidé de résister autant à l'occupation par l'armée allemande qu'au régime de dictature qui était devenu l'État français. Il faut présenter un personnage très important qui s'appelle le général de Gaulle et qui, le 18 juin 1940, donc le lendemain de l'armistice annoncé par Pétain, décide de faire un appel cette fois à la résistance. Il demande aux soldats français de le rejoindre à Londres dans la mesure de leurs possibilités, aux techniciens de le rejoindre. Il a pour objectif de reconstituer une armée française à l'extérieur avec laquelle il pourrait poursuivre la guerre. En effet, il ne faut pas oublier qu'en 1940, la France est encore à la tête d'un immense empire colonial. Le raisonnement du général de Gaulle est de considérer que même si le territoire de la métropole est largement perdu, il est encore possible de continuer le combat aux côtés de l'Angleterre et de vaincre l'Allemagne. Mais en juin 1940, peu de gens l'entendent, peu de gens le suivent encore. Il reste assez isolé, il forme ce qu'on appelle un gouvernement en exil à Londres, donc il se considère comme le chef de l'État français, mais évidemment, il n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe en France. On appelle le général de Gaulle et les forces qui le rejoignent les forces françaises libres, libres parce qu'elles sont à l'extérieur aussi bien de la zone occupée que de la zone du régime de Vichy, qui s'appelle aussi zone libre, mais qui est une véritable dictature. Mais en plus de cette résistance extérieure, il existe aussi une résistance intérieure, donc les forces françaises de l'intérieur. Cette fois, il s'agit d'une résistance clandestine. De petits groupes, dès 1940, décident de tenter de s'organiser. Ils sont dénoncés, ils sont torturés et condamnés à mort, et ils commencent à mener toute une série d'actions. Avant tout, des actions de propagande, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des affiches, des tracts, parfois à la main, parfois tapés dans les caves pour que le bruit des machines à écrire n'alerte pas les voisins. On fait des tracts qui sont jetés par paquets depuis les toits ou laissés à la campagne au bord d'un chemin, de manière à ce qu'on ne puisse pas savoir qui l'a placé là. Ensuite, la résistance mène de nouvelles missions. D'abord le renseignement, c'est-à-dire repérer là où sont les soldats allemands, leur nombre, leurs armes, leurs déplacements, de manière à essayer de renseigner les pays alliés, le Royaume-Uni, de l'état des forces allemandes en France. Et puis le sabotage, par exemple le sabotage des voies ferrées, pour empêcher l'armée allemande de circuler facilement à l'intérieur du territoire français, la ralentir pendant les opérations militaires et donner ainsi un avantage aux Alliés. Enfin, surtout à partir de 1943, le régime de Vichy demande à tous les jeunes hommes, au lieu de partir faire un service militaire, ce qui leur est interdit par l'armistice signé avec l'Allemagne, de partir travailler dans les usines allemandes où ils remplacent les soldats allemands qui, eux, sont sur le front. En échange, le régime de Vichy espère obtenir la libération des soldats français qui sont encore détenus depuis le début de la guerre. Cette opération s'appelle le STO, Service du Travail Obligatoire. Mais beaucoup de jeunes refusent de partir en Allemagne, pour toutes sortes de raisons, soit parce qu'ils refusent de s'engager eux aussi dans la collaboration, soit tout simplement parce qu'ils ont une vie en France à laquelle ils ne comptent pas renoncer. Beaucoup d'entre eux deviennent donc clandestins. Ils se cachent, puisqu'ils ont refusé d'aller au STO, et ils vont s'organiser dans des groupes dans les forêts, dans les montagnes, dans les lieux assez reculés, en formant donc des groupes combattants qu'on appellera les maquis. Ces maquis reçoivent parfois des armes qui leur sont envoyées par avion dans des caisses avec des parachutes par les Anglais et les Américains. Ils vont donc mener un certain nombre d'opérations militaires contre l'armée allemande. Cependant, ils sont peu nombreux et avant le débarquement, la plupart du temps, les combats tournent en leur désavantage lorsque l'armée allemande parvient à localiser un maquis. Puisque tous les groupes de la résistance sont clandestins, il leur est très difficile de se connaître entre eux, de se regrouper et de se coordonner. Le général de Gaulle va donc jouer un rôle central, puisque lui se trouve à Londres, il peut être contacté par tout le monde et il peut mettre tout le monde en relation.
Pour cela, il envoie en France Jean Moulin, qui va réussir à mettre en place le Conseil national de la résistance en mai 1943. Jean Moulin est ensuite arrêté, il va mourir au cours de sa déportation vers l'Allemagne, mais il a permis à la résistance de prendre une importance beaucoup plus grande et de se structurer entre tous les mouvements qui pouvaient exister. Le régime de Vichy condamne ces résistants comme des agents de l'étranger, comme des terroristes, et mène toute une propagande contre eux. Il n'empêche que la majeure partie de la population ne soutient plus le maréchal Pétain à ce moment-là. En 1944 a lieu le débarquement. Le 6 juin, les Alliés arrivent en Normandie et mènent des combats acharnés contre l'armée allemande. Ces combats dureront encore presque un an, puisque l'Allemagne ne capitulera qu'en mai 1945. Donc on peut considérer que cette période, qui va du milieu de l'année 1944 à la fin de la guerre, est la période pour la France de la libération. Nous verrons dans une prochaine leçon qu'un gouvernement provisoire de la République française est formé. C'est donc la fin du régime de Vichy. De Gaulle dirige cette fois un véritable gouvernement avec ses alliés issus de la résistance intérieure, et en grande partie ce sont des militants du Parti communiste. J'espère que vous réussirez sans trop de difficulté la fiche sur cette leçon. Elle fait appel à un certain nombre de mots de vocabulaire qu'il faut essayer de mémoriser. Le bilan est donné directement, il permet d'ailleurs de vous aider à répondre au tableau, retrouver dans les documents les éléments dont on parle, et cela nous permet de commencer à bien retenir cette période de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, que nous avions eu la possibilité d'évoquer lors de la visite à Maillet, donc qui aborde justement la toute dernière partie, la libération du territoire, qui ne se fait pas facilement, qui se fait avec des combats, mais aussi avec des massacres de l'armée allemande contre les civils tout au long de sa retraite. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite de ces leçons à distance.